il y a Claude Berry qui, en 84, donc peu après la création de Canal+, a décidé, avec quelques amis à lui, de créer l'ARP, c'est-à-dire en gros une association de gens qui réfléchissaient à comment faire pour obliger les pouvoirs publics à obliger les chaînes de télévision à financer le cinéma. Et ensuite, bien sûr, à le diffuser. Et c'était un peu unique au monde, et c'était même paradoxal, parce que tout le monde disait la télévision va tuer le cinéma, et l'ARP a fini par dire non, on va obliger la télévision à non seulement ne pas le tuer, mais à le faire survivre. Et donc voilà cette alliance un petit peu paradoxale qu'il y a eu entre la télé et le cinéma. Quand je dis paradoxal, c'est que beaucoup de réalisateurs le faisaient à contre-cœur, parce qu'évidemment, quand on fait un film, c'est pour qu'il soit vu par le plus grand nombre, si possible, sur un grand écran. Hein, il y a la fameuse phrase de Godard qui disait « Quand on voit un film au cinéma, on lève les yeux, quand on le regarde à la télé, on les baisse ». Il y a deux façons de voir la chose. Quand on est auteur, réalisateur, producteur, on est là sur toute la chaîne de la création du film. Et nous, on pense qu'on est mieux à même de représenter ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est-à-dire que quand on n'est que réalisateur, pas pour tous, mais pour certains, on a tendance à défendre finalement le réalisateur, parfois contre le producteur. Voilà. Quand on n'est que producteur, on va défendre les intérêts des producteurs, parfois contre l'auteur et contre le réalisateur. Et nous, on a la faiblesse de penser que quand on est les trois, ben, a priori, on veut que les films se fassent et qu'ils se fassent bien, et donc on est plus proche de l'intérêt général. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est plus ou moins vrai, ça dépend évidemment des gens. Il y a des gens qui pensent plus à l'intérêt général, d'autres qui pensent plus à eux-mêmes, d'autres qui arrivent à faire les deux. Donc on a une forme de légitimité de ce fait-là. Maintenant, la SRF, qui a été créée avant l'ARP, hein, c'est postérieur à 68, il y avait un background plus politique, et qui ensuite, effectivement, avec le changement du monde qui s'est un peu complexifié, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les années 60-70, en gros, il y avait une bipolarité entre, on va dire, ceux qui étaient les dirigeants, on va dire les patrons, et ceux qui étaient les employés. Donc on peut effectivement assez facilement transposer ça dans le cinéma en disant que le réalisateur est un employé, le producteur est un patron. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Souvent, c'est bicéphale. Le réalisateur est autant un patron que le producteur. Parfois, certains réalisateurs sont même plus des patrons et les producteurs les suivent et les servent. Donc en fait, toute question qu'on se pose, nous, c'est d'élargir l'ARP. Parce que c'est vrai qu'il y a 200 cinéastes, que c'est très sélect, que c'est difficile d'y entrer et qu'on trouve que c'est dommage. Et donc, nous, on voudrait, enfin, moi, je voudrais, ça n'a pas encore été acté, mais moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait, comme à la Comédie Française, les pensionnaires et les sociétaires. C'est-à-dire qu'on fasse entrer des gens qui ont envie, qui s'intéressent non seulement au cinéma, mais à la politique du cinéma, à comment faire coexister des cinéastes très différents et quel est notre intérêt commun et le défendre. Et au contact des réalisateurs de l'ARP et des gens qui bossent là-bas, petit à petit se dire, ben voilà, je vais créer ma boîte et je vais devenir aussi auteur, réalisateur, producteur. Et à ce moment-là, ils accéderaient au deuxième statut, qui est le statut équivalent de sociétaire. Et ça nous permettrait de passer de 200 à, je sais pas, à 400 cinéastes et peut-être d'inclure plus de courts-métragistes, etc., etc. Donc ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux et j'espère vraiment que cette année, on va réussir à faire. Dire la culture n'est pas une marchandise comme les autres, c'est pas uniquement en France, c'est partout. Et ça, c'est un combat qui doit être mené à l'international. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que souvent on oppose les Français et les Américains. C'est-à-dire qu'on dit les Américains, pour eux, c'est un produit comme les autres, et nous, les Français, on est plus arty, entre guillemets. Ben, c'est pas si simple, parce que nos premiers soutiens sur l'exception culturelle, encore aujourd'hui, parce que ça se repose de nouveau aujourd'hui, c'est les grands cinéastes américains qui, eux, sont confrontés à un écosystème très difficile là-bas. Notre principal soutien sur l'exception culturelle, c'est Steven Spielberg, par exemple. En France, on a dit que non, il fallait protéger la salle, puisqu'on avait un tissu finalement de salle. On s'est dit, il faut que ça parte. C'est d'abord la salle, puis ensuite la sortie vidéo, puis ensuite le passage Canal+, puis ensuite éventuellement le passage sur une chaîne en clair. C'est ce qu'on a appelé la chronologie des médias, et qui correspond en fait au financement que donne chacun de ces guichets pour le film. Ça, c'était, on va dire, dans un monde idéal qui a duré jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et ça a commencé à être battu en brèche avec l'arrivée d'Internet, notamment des images sur Internet. Mais c'est important quand même de le dire, c'est-à-dire que le principal concurrent au cinéma aujourd'hui, mais aussi aux chaînes de télé, à Canal+ notamment, c'est le piratage. Parce que ça vient casser, ça vient battre en brèche en fait le système qui fait qu'on peut produire des films. C'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que si demain on dit ok, on arrête de faire des films,
on va décider que tous les films qui ont été faits depuis 1895 et 2016, c'est notre patrimoine cinématographique. Et finalement, il faut le partager avec le plus grand nombre. Laissons pirater, c'est gratuit, c'est pas grave. Ça serait, moi, je ne serais pas forcément contre, parce que je pense que les gens doivent avoir accès à la culture. Mais à partir du moment où, pour faire des films, on a besoin d'argent, et si la valeur du film baisse, il n'y a plus moyen de les produire. Et à terme, on se dirige vers ça aujourd'hui. Ceci dit, nous, à l'ARP, on pense qu'il faut moderniser la chronologie, et que les nouveaux acteurs, par exemple, prenons l'exemple de Netflix, ou alors d'autres acteurs qui voudraient non pas proposer un passage linéaire, donc chaîne de télévision, mais un passage non linéaire, c'est-à-dire par exemple un service de VOD par abonnement, hein, vidéo à la demande par abonnement. On pense que ces acteurs-là, si jamais ils financent un film, pourquoi ils n'auraient pas le droit de le passer avant une chaîne de télé? C'est-à-dire que moi personnellement, si demain, je sais pas, Amazon, parce qu'Amazon a des projets en France, si demain Amazon décide de produire 15 films, de mettre autant, voire plus d'argent que Canal+, mais de ne pas le sortir, de pas le passer sur les chaînes de télé, mais de le sortir en VOD, je ne vois pas pourquoi j'interdirais à Amazon de le faire. Personnellement, je pense que celui qui paye pour le film, qui croit en un film et qui paye pour le film, doit avoir le droit de le passer prioritairement, à l'exception de la salle, bien sûr, parce que la salle, pour le coup, il faut la protéger. Pourquoi la salle contribue-t-elle au financement du cinéma? Tout le monde contribue, les télés contribuent, puisqu'elles sont obligées de donner de l'argent, etc. Le CNC contribue. Et la salle, en quoi la salle contribue-t-elle? Et après, je lui dis, oui, c'est vrai qu'il y a une loi, la TSA, et ça, c'est important de le savoir, parce que c'est ce qui finance le CNC et ce qui finance les films d'auteur, et au-delà même, qui finance largement la production française. La TSA, c'est une taxe sur le ticket de cinéma. C'est-à-dire que quand vous achetez un ticket de cinéma, je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça, quand vous achetez un ticket de cinéma, disons une moyenne de 5 euros, disons 10 euros, c'est plus facile pour calculer. Un ticket de 10 euros, la TSA correspond à 2,66 € là-dessus. 2,66 €, c'est à peu près ça, hein, c'est 2,60 €, 2,66 €. Donc 2,66 € sont reversés dans un pot commun qui passe par le CNC pour toutes les aides pour le cinéma. Les aides automatiques, ce qu'on appelle le compte de soutien, et aussi les aides sélectives comme l'avance sur recette. Donc moi je me dis, Maxime Saada, quand il dit que la salle est fortement contributrice, il pense à la TSA. Sauf que ce n'est pas la salle qui contribue. C'est une loi, c'est un impôt. Donc c'est l'État qui impose à la salle, etc. Mais ce n'est pas la salle qui contribue, c'est le ticket de cinéma. Donc quand c'est 2,66 €, ce n'est pas la salle qui va donner 2,66 €, c'est le film. Et le film, c'est quoi? C'est la salle, en gros, pour 30%, la plupart du temps, et les ayants droit, c'est-à-dire producteurs, auteurs, pour 70%. Donc ces 2,66 €, en réalité, la salle, elle donne à peine 1 €. La salle est trop protégée en France, et si nous, cinéastes, on adore que nos films soient vus dans de bonnes conditions dans des salles, il faudrait, comme autrefois, que les salles, quand elles veulent un film, elles payent vraiment pour l'avoir. Et donc moi, j'ai employé ça a fait bondir quelques exploitants de salles qui étaient là. J'ai dit qu'il y avait beaucoup d'exploitants de salles qui pensaient plus à leur fauteuil qu'à l'écran. En gros, hein. Une salle pour certains exploitants, c'est plus un parking à spectateurs que quelque chose qui diffuse des films. On avait fait un petit calcul pour savoir si on a fait une licence globale en France. Donc, par exemple, vous avez envie de pouvoir voir ce que vous voulez quand vous voulez, mais vous n'avez pas envie d'être un pirate, et donc vous voulez payer une licence globale. Donc on a vu, pour qu'on puisse continuer à produire les films français tels qu'on les produit aujourd'hui, avec une licence globale, il faudrait 250 € par mois et par personne, minimum, en fonction s'il y a suffisamment de monde. C'est absolument pas viable du tout, du tout, du tout. Moi, je pense qu'il y aurait un truc intelligent à faire, c'est de permettre d'avoir un accès libre à un certain nombre de films quand on est étudiant, ou alors jusqu'à l'âge de 25 ans, etc. Ne serait-ce que pour donner une chance aux gens de s'éduquer à l'image eux-mêmes. Enfin, voilà, moi, je respecte énormément le fait d'aller chercher sur Internet les choses qui nous intéressent. Et si on n'est pas des moutons et si on ne suit pas bêtement les algorithmes, évidemment, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de façons d'être con grâce à Internet et beaucoup de façons d'être intelligent grâce à Internet, c'est évident, quoi. En Europe, la priorité numéro 2, c'est réformer le droit d'auteur. Ce que voudrait faire Juncker, c'est d'interdire de faire comme ça, et que quand on vend à l'Italie, on doit vendre à l'Europe entière. Alors ça pose un problème. C'est que ça interdit de valoriser les petits films, et ça avantage les très gros films.
par exemple, si moi je veux vendre une licence sur l'Europe et que je suis un blockbuster américain, un film de super-héros, par exemple Iron Man 3, j'aurais aucun problème à valoriser très fort les droits européens du film, parce que tout le monde le voudra. Mais si je suis le petit film sur les guerres napoléoniennes entre la France, l'Italie et l'Espagne, ça m'interdit tout espoir de recette. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'argent que j'aurais réussi à avoir en coproduction, je ne peux plus ensuite vendre mon film. Supposons que mon petit film sur les guerres napoléoniennes, il marche bien. Après, j'ai envie de le vendre à la Norvège, j'ai envie de le vendre au Danemark, j'ai envie de le vendre à la Suède, etc. Mais là, je ne pourrais plus parce que j'aurais déjà vendu ma licence européenne. Donc en fait, c'est ne pas comprendre comment les films français sont financés et comment les films européens sont financés. Et donc, nous, on se bat très très fort contre ce diktat qu'a essayé de faire passer Juncker. Et c'est pas facile, parce que évidemment, il y a un certain nombre d'opérateurs, par exemple Netflix, que ça arrangerait bien, puisqu'ils ont la force de frappe pour pouvoir acheter les droits européens. Et évidemment, sur les grands, moi, je suis passionné par le cinéma, donc j'essaie de faire des films et de ne pas me répéter, de faire des choses différentes à chaque fois, et puis de continuer d'apprendre. Donc, c'est vrai qu'après avoir fait 2 films, mon premier film, on m'avait posé la question une fois, on m'avait dit, mais t'avais quel âge quand t'as fait ton premier film? Et j'étais incapable de répondre parce qu'en fait, en y réfléchissant, j'avais envie de répondre 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parce que j'ai commencé à l'écrire à 25 ans, je l'ai tourné à 28 ans et il est sorti quand j'en avais 30. Et donc après, je me suis dit, il faut 5 ans pour faire un film. Waouh, c'est dur. Et le deuxième, c'est pareil, qui s'appelle Court Toujours. Il est sorti en 2000. Et en ayant tout bien calculé, j'avais mis aussi presque 5 ans. Mais c'est vrai que je faisais tout. Je produisais, j'écrivais, je cherchais les sous, le casting. Je mettais longtemps. Et si j'avais été dans un système de production plus classique, j'aurais peut-être mis 2 ans, 2 ans et demi.